Donc, bienvenue pour cette nouvelle conférence dans Horizon UX. On est là sur le 7e épisode d'Horizon UX. On s'intéresse à l'UX Writing. Et donc, aujourd'hui, on va échanger avec toi, Amandine, qui a un parcours assez faste, qui a fait plein de choses. Globalement, alors, ce qu'on peut savoir de toi, si on creuse un tout petit peu, mais tu vas nous en dire plus, c'est que tu es passé par de nombreuses entreprises, par des grandes boîtes à taille assez varié, mais tu as travaillé par exemple chez Blablacar, récemment chez Accor, maintenant tu es chez Sendinblue. Et donc tu te présentes en tant que senior UX Writer et tu es aussi membre de la communauté UX Writing France, dont tu pourras peut-être nous en parler un petit peu, parce qu'on n'a pas forcément trop parlé encore depuis le début. Et donc je vais te laisser te présenter un petit peu mieux que ça, d'où tu viens, qu'est-ce qui fait que tu es UX designer aujourd'hui et UX writer particulièrement même, et comment tu es arrivé là et qu'est-ce qu'il faut et tes caractéristiques. Alors, je te laisse Euh, te pitcher. ok, super. Donc, je m'appelle Amandine Agic et je viens d'une famille multiculturelle et je pense que c'est ça qui explique l'habitude d'être un peu un pont entre deux cultures, que je me sois lancée dans la traduction et plus particulièrement la traduction technique, même si je pense que dans l'absolu, j'aurais adoré faire de la traduction littéraire. Simplement, on n'en vit pas. Euh, donc, je me suis lancée dans la traduction technique et la rédaction technique, donc l'écriture de documentation produit, typiquement les manuels utilisateurs. Et tout ça, en fait, ça m'a donné des bases assez solides, même si à l'époque, je ne le savais pas, pour devenir UX Writer, puisque en rédaction technique, il y a un aspect qui est très important, c'est la simplification de systèmes complexes. La nécessité d'être toujours bref, puisque personne n'a envie de lire des manuels utilisateurs si on est parfaitement lucide. Donc, ça force à une forme d'hygiène, de, de peu d'encombrement, en fait. Voilà. Le fait d'avoir un peu étudié la traduction et d'avoir passé pas mal de temps à lire des grammaires et des comparaisons d'une langue à l'autre, ça donne une bonne idée après quand on arrive dans des équipes produits de ce qui va se passer quand on traduit de l'anglais vers une autre langue. Alors, spoiler, ce sera toujours plus long. Mais bon, il y aura l'allemand et le polonais où ce sera particulièrement le cas. Euh, donc voilà. Et moi, j'ai commencé à faire de l'UX Writing en fait à un moment où, en tout cas en France, le mot n'existait pas. Euh, et alors, au début, par la traduction, et puis à un moment donné, je me suis mise à faire directement la création de contenu. Est-ce que ça répond à ta question de présentation? Ouais, carrément, donc c'est intéressant, donc ton background est vraiment donc orienté sur la traduction. Maintenant, aujourd'hui, tu vas jusqu'à résoudre ces problèmes complexes grâce à l'écriture et à la manière de simplifier les choses pour les utilisateurs. Donc c'est... Est-ce que ce serait comme ça que tu définirais l'UX writing, ou du moins ta manière de le faire aujourd'hui? Alors, la question de définir l'UX Writing, ça peut prendre un moment. Mais en général, quand j'explique ce que je fais dans la vie, ce qui m'arrive assez souvent, et après plusieurs années d'amitié, en général, on finit par me demander, mais en fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Euh, et on me compare beaucoup pour les millennials à Chandler de Friends, puisqu'on sait que je travaille dans les ordinateurs, mais de là à dire ce que je fais. L'UX Writing, si on fait un petit diagramme de veine, vous voyez, où ça se recoupe comme ça, il va y avoir une partie un peu marketing et brand, une partie internationalisation et une partie accessibilité. Alors, accessibilité dans un sens très large, à la fois un travail d'accessibilité pour les personnes qui ont des problèmes de cognition ou des problèmes visuels, mais aussi d'accessibilité dans le sens où
Généralement, on est entre bac+5, sortis de plus ou moins grandes écoles dans les équipes produits, que en fait, les personnes qui sont à l'autre bout n'ont pas forcément les mêmes facilités avec l'écrit. Et donc, pour en revenir à ta question, comment définir l'UX Writing? C'est ce mélange de ces trois choses-là. Et on peut arriver à l'UX Writing par plutôt le côté communication et ressources, enfin, pardon, ouais, communication et marketing, ou par la traduction, ou par le côté rédaction technique, donc tout ce qui est simplification. Ok. Ok, c'est très intéressant puisque au final, donc une grande partie du public là, qui est en face de toi sont des UX designers et donc ont compris l'impact que l'UX writing et cette réflexion allait avoir dans leur métier. C'est bien de recentrer un petit peu la manière dont toi tu pratiques ton métier, dont le métier se définira par l'avenir et même actuellement grâce à ces différents piliers, puisque c'est quelque chose sur lequel nous, en tant que UX designer, on n'est pas tant actif que ça quand on parle de marketing, communication, même de brand. C'est des choses sur lesquelles on va signifier qu'on est là. Coucou, on va regarder des utilisateurs. Si vous voulez vous servir un petit peu de nous pour vous aider à avoir de la matière, n'hésitez pas. Mais c'est vraiment pas le cœur de notre métier, donc c'est important d'avoir aussi cette notion de collaboration avec un UX writer qui, lui, va être encore différemment le pont entre ces différents métiers. C'est vrai que c'est extrêmement important. Donc, tu as glissé tranquillement de la traduction vers l'UX Writing. J'imagine que c'est quelque chose aujourd'hui qui s'entremêle totalement dans ton quotidien. Donc là, ton quotidien, typiquement chez Sending Blue, c'est d'arriver à proposer l'UX Writing et développer comment dire, une équipe qui s'intéresse à ça. Et parallèlement, tous les aspects traduction dont tu viens sont interconnectés à ça sans différenciation. Alors, ça, c'est un grand sujet chez les UX writers, à quel point on doit être proche de la traduction. De mon côté, le choix que j'ai fait, et en accord avec Sending Blue, c'était de recruter une personne pour s'occuper un instant, pour s'occuper de la traduction et des problèmes d'internationalisation. Mhm. Et donc qui est dans l'équipe contenu, qui est elle-même dans l'équipe UX. D'accord. D'accord. Et donc toi, Hum, tu es donc lead UX writer chez eux. Tu es du coup dans cette équipe contenu. Comment ça se passe? Juste l'arborescence pour que ce soit un peu Ok, moi je simple à suis à comprendre. la tête de l'équipe contenu et donc je recrute, enfin j'ai recruté un UX writer qui va nous rejoindre dans quelques temps et il y a quelques mois une personne pour s'occuper de la traduction et Mhm. rationaliser un peu les différents process de traduction. Euh, Au-dessus de moi, il y a le head of qui jusque-là s'appelait design, mais on est en train de changer de nom pour l'équipe parce qu'il n'y a pas que des designers maintenant, il y a aussi une équipe recherche et l'équipe contenu. D'accord. Ok, vous segmentez tous et vous travaillez en squad projet, en squad feature, en squad impact. Alors, du côté des designers, oui. L'équipe recherche et l'équipe contenu, on est trop récent, il n'y a pas assez de monde. Donc pour Mhm. l'instant, on intervient plutôt sur des projets. Euh, et aussi de la formation, enfin dans mon cas, mais l'équipe recherche fait la même chose, la formation des designers pour leur donner des bases, histoire qu'ils puissent écrire des pages eux-mêmes et Mhm. les faire monter en compétences pour viser un peu une forme de cohérence d'une page à l'autre. Euh, D'accord. Ça, c'est par exemple très concrètement un de mes objectifs. D'accord. C'est intéressant.
Après, c'est peut-être la maturité de la structure dans laquelle tu es. On en parlait avec Mike Winnicott que tu connais, vous avez travaillé un peu chez Blablacar ensemble, et qui lui est un petit peu aussi dans cette même situation de pédagogie vis-à-vis des équipes de design pour déjà pallier le fait que vous n'êtes pas assez dans votre équipe, et bien sûr, ça changera derrière. Mais pour, enfin, c'est assez intéressant parce que là, tu es arrivé en fait à une posture où tu incarnes l'UX Writing dans ta société. C'est quelque chose que, du coup, tu dois avoir une stratégie qui va être définie peut-être avec TN+1, mais au moins, tu as une stratégie fixe de déploiement. Euh, Maintenant que tu baignes dans un monde de designers, puisque au final, au-delà de travailler avec eux, tu les formes, tu les épaules. euh, Si on remonte un tout petit peu au moment où le design est rentré dans ta vie, comment ça s'est passé? Parce que tu nous disais que c'était dans la traduction, il y a bien un moment où ce switch s'est fait et où, comme pas mal d'UX designers anciens, tu t'es rendu compte qu'en fait ton métier il avait un nom et que tu étais en train de faire quelque chose avec plein de têtes et en fait ça se regroupait. Alors comment ça s'est passé en fait cet entrechoquement de... Ça a commencé un peu quand j'étais en freelance, et à l'époque, je bossais pour, Etsy et Airbnb. Et il y avait une forme de communication entre les designers. Je ne sais pas si à l'époque, les personnes qui écrivaient le contenu s'appelaient UX Writer, même dans ces structures-là, mais en tout cas, il y avait une forme de communication, de contexte pour expliquer ce que faisait la page qu'on était en train de traduire, quels étaient ses objectifs et comment elle avait été un peu conçue. Euh, Mhm. donc ça, c'est les premières fois que j'ai vraiment travaillé avec des designers. Après, alors, même de manière antérieure à ça, dans mon master, on avait fait du design et ce qui à l'époque s'appelait de l'ergonomie web, mais qui était en fait une forme de un peu UX, un peu accessibilité. Mais les premières fois que j'ai vraiment travaillé avec des designers, c'était chez Blablacar, puisque l'équipe traduction était imbriquée au début dans l'équipe product marketing et après a changé de place. Donc c'est à ce moment-là qu'on avait été distribué entre différentes squads. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec des designers. Et puis ça s'est confirmé après, enfin confirmé. C'est-à-dire j'ai travaillé de plus en plus avec des designers en arrivant ensuite chez Accor. D'accord. Ok, ouais, donc ouais, vraiment ces expériences, c'est en plus c'est intéressant parce que là tu cites des grands noms comme Airbnb enfin j'ai ton LinkedIn à côté, j'ai vu que tu étais entre 2012 et 2015 et donc il y a quand même une période de développement assez forte d'Airbnb sur lesquelles même nous, enfin peut-être plus des UI designers reviennent un petit peu historiquement sur ces phases-là où il y avait une approche qui restait quand même un peu centrée utilisateur, mais pour autant c'était pas si constitué que ça. Donc, c'est très intéressant de voir ça. Le- pour en arriver là aujourd'hui, est-ce que, avant de rentrer un peu dans la manière dont tu travailles et comprendre un peu ton quotidien, c'est bon, une question qui est un peu née de tous les échanges qu'on a pu avoir depuis le début de la semaine, où on perçoit qu'il y a d'une part une incompréhension totale de ce qu'est le métier du X-Writer de la part de pas mal de personnes dans des grosses équipes ou même des gens qui professionnellement sont amenés à travailler avec des UX writers et ça c'est un peu malencontreux et le but c'est dans les prochaines années on puisse vraiment avoir cette clarté. Comment tu conseillerais à une personne qui est dans une entreprise qui est UX designer et qui prend vraiment tout ça depuis le début de la semaine en pleine face et qui se dit mais pourquoi j'ai pas un UX writer à côté de moi? Qui- Pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça? Comment je pourrais amener tranquillement une sorte de compréhension de la part de mon équipe ou même de ma hiérarchie à comprendre que en fait, il y a une partie de mon métier qui n'est pas très bien contrôlée par moi-même, sur laquelle je me dois d'être performant et on m'impose d'avoir des résultats. Et en fait, il y a des gens qui sont formés vis-à-vis de ça. Et donc, soit je continue à greffer une sixième patte à mon mouton à cinq pattes et à devenir cet UX designer slash UI slash ergonome slash UX writer,
Ou alors j'entame un peu cette différenciation parce que de par les différents échanges qu'on a pu avoir depuis le début de la semaine, j'ai vraiment l'impression que le métier du X-Writer, c'est un des triptyques qui commence à être très très fort dans une équipe projet, avec un UX designer, un UX writer, un PO, et puis derrière, au moins on avance tous à ce même rythme. Derrière, un UI designer travaillera peut-être de manière un petit peu plus asynchrone que nous, mais enfin bon, ce trio est extrêmement fort. Donc qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne qui, là, aujourd'hui, est un peu démunie en se disant, bah, genre, je découvre que c'est quelque chose de théorisé sur lequel je vais devoir m'investir, mais j'ai plein de taf déjà. Euh, En fait, je pense que ça va dépendre de la structure. Si l'entreprise va vouloir à terme recruter un nombre suffisant du X-Writers, je pense que ça demande un investissement un peu moindre côté designer. Mhm. Et si la structure ne veut pas recruter assez du X-Writer, je pense qu'il y a des super moyens de les convaincre. Et je ne sais plus quelle planète on a découverte en dernier. J'aimerais bien, quand je vais me lancer dans des anecdotes, avoir l'intégralité des infos, mais bref, je ne sais plus si c'est Neptune ou Pluton, mais bref, à un moment donné, on a découvert qu'elle existait, et après avoir découvert qu'elle existait, on s'est rendu compte qu'elle était sur des photos. Mhm. Et que juste comme on ne la cherchait pas sur ces photos-là, et ben, on ne l'avait pas vue. Euh, je trouve que c'est un peu la même chose, l'UX Writing euh, ou enfin, disons, l'absence du X-Writing plutôt. Mhm. L'idée, c'est que si on s'y met un peu et qu'on cherche, on va trouver des exemples assez facilement dans des logs ou s'il y a des tests utilisateurs, on va trouver des éléments pour pousser le fait qu'il y a des problèmes sur le contenu. Mhm. Ok. Donc c'est des sujets qui ont déjà été traités potentiellement et qui n'avaient pas été bien définis comme étant de l'X-Writing et donc qui imposaient globalement ouais, peut-être des méthodes qui n'étaient pas très performantes. Ou un utilisateur qui a dit qu'il ne comprenait pas quelque chose et en fait, on a pensé que c'était un problème d'UI, là où en Mhm. fait, ça pouvait être un problème de terminologie ou de concept pas clair. Si on reprend un peu les logs, assez souvent, en tout cas dans mon expérience, on va pouvoir établir qu'il y a un certain nombre de problèmes qui viennent d'une incohérence du contenu, d'un contenu trop jargonnant. Enfin, et à Mhm. partir de là, normalement, si on pousse un peu ces problèmes-là, on arrive à faire recruter assez du X-Writers. D'accord. Et juste pour terminer sur ce terreau fertile que pourrait amener un UX designer qui envisage potentiellement que l'entreprise recrute et segmente un peu avec un UX writer, euh, toi, quel terreau t'aimerais avoir quand on te dit, bah, tiens, viens dans notre entreprise, écoute, ça fait déjà 1 an, quoi, j'attends que tu arrives, tiens, ce dossier, il est là pour toi, il a été construit pour que tu puisses l'utiliser, parce que en tant que designer, la connaissance utilisateur, c'est monstrueux. Enfin, on peut ne pas s'arrêter et soit de quelle manière, de quelle forme ou, ou simplement quel type d'information tu trouverais ultra pertinente pour te lancer dans un projet qui vit depuis longtemps. Euh, mm, mm. De mon côté, après, c'est pas forcément fait comme tel s'il n'y a pas une personne qui s'occupe déjà de l'UX Writing, mais en tout cas, un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la question des représentations mentales des utilisateurs et de comment ils conceptualisent le domaine de l'entreprise. Si je prends un exemple chez Sendinblue, le marketing en ligne, c'est, enfin, je veux dire, on peut faire des masters en marketing en ligne, mais on n'est pas obligé d'avoir un bac+5 en marketing en ligne pour utiliser un outil comme Sendinblue. Donc, que comprend un utilisateur des mots qui sont
souvent complexes là où on aurait pu les simplifier. Mhm. Essayer de voir comment, avec ces mots, l'utilisateur décrit ce qu'il veut faire. C'est ça qui est assez crucial, puisqu'à partir du moment où on a les mots de l'utilisateur, on va pouvoir les récupérer et faire quelque chose qui colle vraiment au maximum à son système de représentation. Mhm. Ok, et ça t'arrive à compléter certains outils qui existent déjà, qui gravent un peu dans le marbre la compréhension des utilisateurs. Là, je peux te parler de Persona, de Job to be done, de Customer Journey ou même de Service Blueprint. Enfin, ces outils qui sont transverses à tout designer et qui sont utilisés surtout pour avoir une, une cohérence vis-à-vis du projet, des PO même. Est-ce que toi, tu amènes un impact différent avec un angle de vue qui te permet de comprendre et d'être accord avec le projet sur l'UX Writing? Alors ça peut, mais ça me enfin, par exemple, moi j'ai pas pour habitude spécifiquement de travailler beaucoup avec les personas, mais ça m'est arrivé, de travailler avec des designers, pour qui c'était un élément très important, auquel cas, bon, je suis un peu, mais c'est pas forcément, ça a pas de valeur ajoutée du côté de l'UX writing, je trouve, en tout cas. Ça peut servir pour faire des vérifications, pour, heu, établir le glossaire, hem, mais au quotidien, en tout cas, moi, je m'en sers pas et j'ai jamais entendu d'UX writer dire que c'était, son son habitude vraiment, très fréquente. Mhm. Et, ok. Et ça pourrait être, enfin, alors, si ça te dérange pas, ici on se met un peu dans une situation pour savoir un petit peu comment la différence entre un UX designer et un UX writer va pouvoir se lancer sur un projet qui aura un même objectif. Imaginons que là, c'était déjà arrivé chez Sending Blue d'avoir pour objectif de créer un nouveau parcours et donc d'amener les utilisateurs à résoudre un besoin qui a été détecté et sur lequel on est sûr il est stable. Et c'est une vraie attente. On n'est pas là en train de manipuler les gens, quoi. On sait qu'ils veulent aller vers ça. En tant que UX designer, on va faire une recherche utilisateur et puis avoir assez de matière pour commencer à co-construire les interfaces potentiellement avec les utilisateurs et puis les construire, itérer. Toi, dans un processus donc, du UX design que tu dois très bien connaître parce que tu travailles avec les UX designers, tu t'intercales à quel moment? Tu préfères être présent aussi à quel moment? Comment ça se passe au quotidien, ça? Hem, je préfère être présente, le plus tôt possible, hem, ce que répondront, je pense, un peu tous les UX writers, seniors. Souvent, par manque de temps, par, manque d'UX writers et aussi par un peu manque de compréhension du métier, on se retrouve à arriver un peu en bout de course et à intervenir au moment des wireframes, en fait, et pour voir des mock-ups d'ailleurs, et bon, bref, à remplir, des interfaces, qui sont déjà finies. Hem et je trouve qu'à ce moment-là, on donne vraiment une version appauvrie de notre travail, en tout cas de ce qu'on est capable d'apporter. Si au contraire, on nous inclut dès les phases de recherche, heu et qu'accessoirement on mène la recherche sur, plusieurs langues par exemple. Parce que de ce que j'ai remarqué, on fait souvent la recherche, bon, en tout cas en France, en français, en anglais, mais il y a le le marché allemand par exemple est un gros marché pour à peu près toutes les entreprises européennes. On fait jamais de recherche en allemand. Heu, c'est un problème puisque la conceptualisation en allemand est différente et qu'en plus les phrases sont nettement plus longues, donc ça change vraiment le produit final. Mais bref, en tout cas, on fait pas cette recherche-là d'aller voir dans d'autres langues comment ça se passe. Hem,
Alors que si on nous inclut dès le début, on va avoir des données sur ces questions-là et qu'elles me semblent cruciales pour le développement d'un bon produit. Mmh. Et donc typiquement, dans un monde idéal dans lequel tu arrives à avoir cet impact, tu vas avoir toute une phase, toi, de recherche utilisateur qui va complémenter celle qui peut être faite idéalement aussi dans toutes les langues, ce qui du coup va amener le projet à avoir déjà une vue beaucoup plus fine de la réalisation finale avec peut-être les différentes interfaces en fonction des différentes langues. Est-ce que c'est quelque chose qui, par la suite, te permet de travailler? Alors là, on commence à tisser une toile assez grande et tu vas avoir besoin potentiellement de beaucoup d'aide pour effectuer des tests utilisateurs et affiner ces choses-là. Donc, toi, tu te greffes dans les protocoles existants, tu crées tes propres protocoles aussi pour aller faire des tests sur les interfaces qui ont été créées. Ça se passe comment? Et puis dans l'idéal aussi, qu'est-ce que tu aimerais? Il y a une phase, préliminaire de qui est une vraie phase de sociolinguistique, en fait, dont je parlais, pour aller récupérer les mots qu'utilisent les utilisateurs, qui est très spécifique, à l'UX Writing. Hem Et dans la phase de test au niveau des itérations, en général, quelques questions à rajouter pour avoir, des retours plus spécifiquement liés au contenu. D'accord. Ok. Ok, je comprends bien. Euh, tu, tu parlais aussi d'accessibilité. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as donc t'as une sensibilité, je pense, qui est très particulière par rapport à ça, parce que c'est l'un des trois piliers de ce que tu me disais, de la manière dont tu travailles, pour avoir parlé avec beaucoup de personnes qui sont responsables en accessibilité dans certaines entreprises, ils ont exactement le même discours que toi. Ils regrettent d'avoir été appelés aussi tardivement dans les projets et c'est aussi quelque chose sur lequel ils aimeraient être inclus beaucoup plus tôt. Alors, est-ce que c'est le cas peut-être dans les entreprises que tu as traversées, de, qu'au final, on- enfin, il y a une sorte de dynamique qui s'empare de l'écosystème, on va dire, un petit peu design, avec un UX designer, des responsables d'accessibilité, des UX writers qui militent un petit peu pour cette présence assez tôt dans les projets. Hem, j'ai l'impression après je pense peut-être une personne en freelance aurait, heu, puisqu'elle travaille avec beaucoup plus d'entreprises, peut-être une réponse plus pertinente. Mais j'ai l'impression que ça varie énormément, hem, d'une entreprise à l'autre et je ne sais pas exactement sur la base de quoi, cette question-là, en fait, à quel point l'accessibilité va être centrale et moi, j'ai vu des design systems qui étaient conçus l'accessibilité et des entreprises, hem où au contraire, il y avait personne, qui s'occupait vraiment de l'accessibilité, et où les designers, prenaient un peu le relais sur la question. Mhm. Hem, de mon côté, ce que je fais, c'est un peu, comme un cheval de Troie, en fait, j'ai l'impression que ça fait vraiment partie de ma discipline et je me vois pas faire du X-writing sans prendre ça en compte et pour moi, c'est une des différences entre le copywriting et l'UX writing en fait, le la prise en compte des minorités ou pas, et donc de mon côté, c'est central, dans ma pratique. Après, ça ne demande pas nécessairement qu'on prévienne tout le monde en fait de faire du contenu accessible ou de faire du contenu, dégenré. On peut simplement le faire, dans son coin et ça passe beaucoup mieux, j'ai l'impression en tout cas, que si on commence à sortir la fanfare pour le signaler. Mm. Ouais, ouais, totalement. C'est vrai que c'est au bout d'un moment, arrêtons de stigmatiser quelque chose qui devrait être fait de manière classique et le présenter de cette manière-là.
On a une question de Kelly. Alors, je vais peut-être revenir un petit peu, à moins que Kelly, tu veuilles un peu reprendre les mots. Donc, on a eu une conférence, je te mets juste en situation, on a eu une conférence lundi de la part de Noémie Lecor, donc, qui est UX designer, très axé produit et qui vient des sciences cognitives. Et donc, elle nous a fait part de la manière dont elle travaille avec des UX writers et la manière dont elle perçoit ce métier. Et pour elle, c'est un peu plus un domaine en proprement parler, puisqu'en fait, dans toutes les équipes où elle travaille, elle amène ses UX designers à ne pas se cloisonner. Donc de base, tu sais, en UX design, on a la recherche, des UI designers, voilà, qui font de la conception, des gens qui font que des ateliers. Donc elle, dans son leitmotiv dans la vie, c'est si vous faites tout, vous serez en capacité d'intégrer des choses que vous avez appris en recherche et de les injecter en conception. Bah, un peu ce que tu nous disais tout à l'heure, par exemple, et récupérer de la matière pure des utilisateurs qui vont impacter la manière dont on aura le concept final. Euh, Si Kelly, tu veux expliquer un petit peu de ce que tu as perçu, je ne sais pas si tu peux prendre la parole, de ce que Noémie disait, sinon je peux le résumer. Bonjour. Ça. Euh, ouais, effectivement, du coup, c'était intéressant ce que disait Noémie parce qu'en gros, moi, ce que j'ai perçu, c'est qu'elle expliquait qu'un UX designer était censé pouvoir gérer toutes les étapes d'un process UX, donc en partant de la recherche jusqu'à la finalité, et que finalement, la hiérarchisation de contenu faisait partie intégralement du process, et que c'est quelque chose qu'on était censé savoir faire, même qui était obligatoire, et qui n'était pas forcément nouveau en soi. Euh, et du coup, je trouvais que ça remettait un peu en question la légitimité quand même du rôle du X-Writer en tant que tel. Est-ce que finalement, il a vraiment sa place dans toutes les parties du process? Il a vraiment un rôle à amener en tant que tel? Enfin, en fait, c'est un peu la question que je me pose du coup maintenant, parce que moi, je me lance aussi dans le X-Writing. Et je me demande aussi si en tant que UX-Writer, du coup, est-ce que finalement notre travail n'est pas très limité. On est là pour le contenu et pour rien d'autre. Quelle est ta vision par rapport à ça, Amandine? Ce serait intéressant de confronter les deux visions, je pense. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais en tout cas, c'est ce que j'en ai perçu lundi. Et je pense avoir un peu compris. Et moi, j'avais l'impression que cet avis-là, c'était un peu, gentiment, un avis de mammouth et que donc on en avait plus trop. J'ai l'impression que c'est une conception un peu, alors qui se veut, j'imagine, ouverte, mais que je trouve assez étriquée, dans le sens où, en fait, si on s'occupe de tout, on finit par s'occuper de rien. Et je vois pas comment un designer peut probablement remplacer un UX writer junior sur un certain nombre de tâches, ça c'est certain. Je commence à avoir une carrière un peu longue et à avoir bossé avec pas mal de designers. Et il y en a quand même un certain nombre qui ne sont pas à l'aise avec l'écrit et qui n'ont pas envie de s'en occuper. Donc, ne serait-ce que si on arrive à les décharger de ça, ça me semble pas mal. Mais même ceux qui sont plus ou moins à l'aise avec l'écrit, mais qui ont en tout cas une forme d'appétence, je crois qu'on peut difficilement avoir des compétences très développées à la fois en design et en recherche et en contenu et en question de traductologie et d'internationalisation et de comment donner l'impression dans toutes les langues de réception que le produit a été développé de manière locale. En tout cas, je ne vois pas comment une personne peut apprendre tout ça. Et peut-être qu'il y en a quelques-unes qui ont réussi. Mais j'imagine qu'elles sont vraiment très peu nombreuses. Enfin, tu parlais de moutons à 5 ou 6 pattes. Là, on est en plus dans un cas de mouton qui sait jongler et réciter l'alphabet à l'envers. Je pense que c'est bien de constater qu'en fait, il y a eu un enrichissement
de la pratique UX qui fait qu'une seule personne ne peut plus forcément couvrir l'ensemble des compétences. Et en plus, j'ai l'impression de ce que tu me disais qu'il y avait un côté, oui, mais comme j'ai fait la recherche, après je vais jusqu'au bout. Pour moi, être la seule personne à s'occuper de quelque chose d'un gros projet, en tout cas de A à Z, c'est un peu le meilleur moyen d'avoir des gros trous dans la raquette et de se rendre compte à la fin qu'on a complètement raté quelque chose, là où une forme de travail d'équipe peut permettre d'effacer un certain nombre de biais cognitifs qu'on pouvait avoir en attaquant le projet. Je ne sais pas, Kelly, si j'ai répondu à ta question, remarque. Ouais, très bien, je comprends très bien. Après, enfin, Pierre, tu pourras me dire si tu as compris la même chose. J'avais l'impression que Noémie disait qu'en gros, on pouvait totalement, et c'était mieux de travailler en équipe, mais qu'en final, il y avait une spécialisation, mais pas au point d'en faire des métiers très spécifiques, dans le sens où tout le monde était un peu UX designer avec une spécialité peut-être dans la recherche, dans le contenu, etc. Mais en gros, elle était un peu contre l'idée d'avoir un user researcher, un UX writer en particulier. Et donc, c'est vrai qu'en fait, moi, ça m'a un peu, ça m'a fait me poser aussi des questions, c'était intéressant, mais de me dire, est-ce que du coup, en tant que UX writer, c'est vraiment légitime de se dire, moi, je fais vraiment, j'ai ce rôle-là, et finalement, j'abandonne quand même vraiment le côté très généraliste de l'expérience utilisateur, enfin, d'un UX designer, quoi. Mm. Pour moi, tu l'abandonnes pas, tu vas te concentrer sur une partie qui est toute, enfin, je sais pas comment dire, qui est peut-être plus fine, mais qui est tout aussi étendue. Et ensuite, j'étais pas là, j'ai pas entendu exactement comment Noémie avait formulé ça, mais c'est vraiment une vision qui me semble un peu dépassée. Et en tout cas, là, j'ai l'impression que très clairement, le sens de l'histoire, et si on regarde les pays un peu anglo-saxons et les entreprises qui mettent en avant des équipes UX très développées avec des process novateurs. Enfin, à ma connaissance, personne n'est encore revenu sur la nécessité du X-Writers et au contraire, enfin, il y a des recrutements régulièrement de Spotify ou Deliveroo recrute, recrute beaucoup. Donc, encore une fois, moi, c'est une façon de voir que j'avais pas entendue depuis un moment. Et si ça peut te rassurer, quelle est une façon de voir qui est un peu en train de disparaître. Mm. Ok, bah merci pour ta réponse. De rien. Si je peux ajouter une petite chose et n'hésitez pas à lire ce que Gladys aussi dit dans le, dans le chat, c'est très intéressant. Il y a aussi une perception qu'il faut que tu aies, c'est que tu vas pas te faire recruter par le top 100 des plus grosses entreprises internationales ou même françaises tout de suite. C'est intéressant d'avoir aussi ta vision, Amandine, là-dessus, parce que tu as traversé différentes entreprises et actuellement, ce qui marque le design, c'est ce que font les, les plus grandes entreprises ou certaines licornes ou certaines choses qu'on arrive à déterrer de par des petites entreprises. Mais par exemple, en tant que UX designer, moi personnellement, je travaille énormément avec des e-commerçants, des petits e-commerçants, par exemple de Saint-Étienne, des gens comme ça, mais il y en a des milliers et des milliers. Ces gens-là n'ont pas forcément l'argent pour payer beaucoup de postes. Ils ont besoin d'avoir des choses qui soient performantes, que ce soit dans toutes les TPE, les PME, et qui sont mais vraiment un nombre incalculable face à ces peut-être top 200 des gros sites qu'on connaît et sur lesquels on se base un petit peu. Il y a vraiment cette compréhension à avoir, c'est que ces gens-là ne crachent pas sur l'UX design en disant la recherche, je vais pas en faire, ça coûte trop cher. Au contraire, ils voient l'intérêt, ils voient l'apport que ça a. Et pareil pour l'UX writing et cette manière de siloter les métiers est très simple dans une entreprise où on peut recruter sur un projet 15, 20, 30, 50 personnes. À partir du moment où tu as une personne que tu peux recruter parce que ton budget est limité, bah là tu fais des choix et en tant que chef d'entreprise, est-ce que tu as
conscience plutôt centrée utilisateur, et donc là, tu vas réfléchir et tu vas t'orienter vers peut-être découper des petits projets, et puis avoir un UX designer à un moment, un UX writer qui va reprendre la chose, ensuite un UI designer, et un UX derrière, ou alors est-ce que tu penses business, et puis tu te dis, bah écoutez, si je mets, je sais pas, 1000 euros sur les Google AdWords, bah, je vais avoir 1500 euros qui vont rentrer dans mon entreprise, et puis en fait, l'aspect centré utilisateur, je m'en fiche, et je reste penché sur le marketing. Et ça, il y en a encore beaucoup. Donc, tu vois, de cette étendue à arriver jusqu'à quelque chose où on peut, et je pense que des exemples, on a beaucoup, Amandine, de grands groupes dans lesquels des UX writers, ils sont des équipes de 15, 30, 50, 60, et ils gravitent sur des impact squads, et qui a vraiment toute une agilité exacerbée. On en a, sauf que la réalité, c'est que pour arriver à ce niveau-là, bah, il faut avoir un parcours comme Amandine et gravir les échelons au fur et à mesure. Mais toi, si tu commences en tant que UX writer, soit tu arrives à choper un poste UX writer, et donc tu vas tomber dans une entreprise qui va être assez OK pour découper ces tâches de cette manière-là, soit tu peux aussi te créer ta place dans des boîtes qui ont une philosophie centrée utilisateur, mais qui n'ont pas encore grossi assez pour l'être. Mais je pense que vraiment, il y a ce delta-là, et qu'il est important à avoir en tête, parce que, bien sûr, Gladys, tu parlais d'une vision assez old school du design, mais quand on parle d'une vision, par exemple, pour une startup qui, dans 2 mois, elle met la clé sous la porte, ou alors elle fait une levée de fonds, versus une entreprise qui vit depuis 5 à 10 ans et qui est en train de créer des nouveaux produits juste parce que bah, ils ont plein de thunes et ils grossissent dans un marché, il y a vraiment deux manières de faire les choses. Et c'est important d'avoir. Déjà, on en a chié en tant que UX designer pour faire prendre conscience que l'utilisateur, il faut l'amener au centre de la conception. On a eu du mal, et on s'est toujours pas lâché de l'effet néfaste de Dribble et Behance qui nous disent oh, regardez, c'est super joli comme interface, vous avez vu le skeuomorphisme, c'est génial. D'accord, mais personne n'arrive à l'avoir en termes d'accessibilité, c'est une hérésie. Donc il y a un peu ouais, ce côté un peu compliqué de l'effet de waouh, en fait. Et puis, voilà, enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Amandine, par rapport à cette différence de taille d'entreprise? Pour moi, c'est la clé de toute cette incompréhension et de toutes ces chapelles ou ces écoles qui peuvent prôner une vision de l'UX Writing de telle et telle manière, parce que quand on n'est pas dans une de ces situations, on voit l'autre situation de manière très néfaste, alors qu'on n'est pas sur la même échelle. Non, on n'est pas sur la même échelle. Après, ce que j'ai compris du discours de Noémie, qu'encore une fois, je n'ai pas entendu, donc j'ai répondu à un discours que je n'ai pas entendu. C'est qu'elle, elle prônait le fait qu'il fallait que l'UX designer soit capable de tout faire. Ce que je dis de mon côté, c'est que c'est plutôt une méthode... il me faudrait un mot un peu moins méprisant que bricolage, que en tout cas ça va pouvoir fonctionner, mais que ce ne sera pas forcément optimal. De même qu'un UX designer va pouvoir faire de la recherche, mais il sera forcément moins pointu en élaboration de protocoles qu'une personne qui a fait une thèse et qui a passé des années à supprimer des biais et à lire des articles très pointus. De mon côté, d'ailleurs, je forme les designers quand je suis dans une entreprise. Je leur explique, je leur donne des bases et j'en ai parlé au début de notre conversation. Il y a la question de qu'est-ce qu'on peut faire fonctionner un certain temps. Et dans des petites entreprises, ça peut durer longtemps. Et ensuite, il y a une sorte de vision plus ou moins long terme et dans un monde idéal. Et j'ai l'impression que Noémie disait que dans un monde idéal, il fallait former tous les designers à faire de l'UX Writing. Là où probablement que la génération de designers qui est en train de commencer et qui va évoluer, en tout cas dans un milieu un peu start-up, va de moins en moins devoir s'occuper du design. Ouais, ok, je comprends bien.
Est-ce que ça te dit, là, pour le reste du temps qu'on a ensemble, tu as un panel d'étudiants en face de toi qui vont sortir d'ici 3 mois, ils vont être diplômés, si tout va bien, tout le monde. Tu disais que tout à l'heure, dans certaines situations, un UX designer pourrait essayer de faire à peu près aussi bien qu'un UX writer junior. Euh, Bien entendu, malheureusement, pour le moment, les formations, elles sont peut-être pas encore assez présentes. Et comment tu les aiderais à avoir des petits tips un peu quick win comme ça qu'ils pourraient avoir en tête, ou alors peut-être des choses à aller lire ou à aller observer, une manière de réorienter leur regard qui leur permettrait de se dire j'ai encore 3 mois de formation, ok, l'UX Writing, j'y réfléchis, je l'amène et puis on verra plus tard comment je me développerai dans ma carrière. Alors, je vais faire de la pub pour le collectif UX Writers FR. Il y a un certain nombre de vidéos sur YouTube. Il y a pas mal de collectifs qui produisent du contenu. Et donc, ça peut être une bonne première piste. De manière très concrète, en arrivant en poste, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant d'aller voir s'il y a un design system, à quel point le contenu a été intégré, et essayer de solidifier ça, en fait, pour avoir une base commune. Je trouve que la première étape, et qui est pas c'est pas une marche facile à monter, c'est d'avoir une cohérence dans l'écriture entre dans telle équipe, c'est le designer qui rédige, dans telle autre, c'est le PM. Des fois, on va demander à quelqu'un du market de rédiger. En tout cas, si on parvient à avoir une forme de cohérence ou de consistance, comme on dit en franglais, c'est déjà ça de gagner. Et ça ne demande pas d'être hyper pointu sur les questions spécifiques de l'UX Writing. Ça demande d'être rigoureux et un peu maniaque. Mais si on arrive à faire ça déjà, c'est une bonne base, je trouve. Ok, ok, c'est très clair. Tiens, une question de Louise. Bonjour à tous. Besoin d'une piqûre de rappel. Quelle est la différence entre l'UX Writing et le Content Design? Et Et un Content honnêtement, Design. il y a peut-être quelqu'un de compétent pour répondre à ça. J'ai l'impression que c'est simplement, en disant content designer, on insiste sur le côté designer, et donc on s'inscrit dans une équipe de design. Je ne fais pas de différence entre les deux. Les entreprises choisissent un mot ou l'autre. Par exemple, je crois chez Facebook, ils ont des content designers. Et après, j'ai l'impression que d'une entreprise à l'autre, de toute façon, un UX writer va pas avoir exactement les mêmes, ou un content designer n'aura pas exactement les mêmes tâches. Mais va pouvoir ça. En tout cas, j'ai toujours pas trouvé une explication claire de si tu fais ça, plus ça, plus ça, tu es un content designer, et si tu fais ça, plus ça, plus ça, tu es un UX writer. Ok. Bon, on verra demain. Camille a dit qu'elle essaiera d'en parler pour poser la place à. Donc demain, on se retrouve à la même heure. Bravo Teasing. Camille. Place des teasing, attention. Ok, c'est cool. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va libérer Amandine d'ici 8 minutes. Donc ça peut aller très vite. N'hésitez pas à lever la main ou poser des Mais questions avec plaisir, oui, dans le de chat. répondre à des questions. Vous qui avez vécu déjà les différentes conférences et qui vous posez des questions même sur le métier, un peu comme Kelly tout à l'heure. N'hésitez pas à y aller. Si je reprends sur une question, je vais vous couper l'herbe sous le pied. Je vous laisse le temps, juste 2 minutes d'y réfléchir.
Si on veut suivre un petit peu ton activité, tu prends donc beaucoup la parole, toi, sur uxwriter.fr, enfin, sur uxwriter.fr dans la communauté. Ouais, on essaye, les membres du collectif, donc Camille Promera et Cyril Letton, de ne pas prendre trop la parole et plutôt de faire parler d'autres personnes. Mais effectivement, il nous arrive quand même de devoir parler nous-mêmes. Ok. Pas de souci, ouais. Ouais, Gladys, ouais, ça peut être intéressant pour les étudiants de savoir ça. Est-ce que tu réalises des recherches dédiées? Est-ce qu'il y a des recherches sur lesquelles tu prends ce lead-là? Ouais, bah, j'ai évoqué ça un peu plus tôt, mais pour en parler plus précisément, donc il y a une phase dans la préparation d'un projet, en fait, vraiment toute la phase d'exploration, où moi j'aime bien avoir une idée de l'arborescence terminologique des utilisateurs. Alors, arborescence terminologique, c'est simplement pour dire que, par exemple, dans l'équipe, enfin, dans la branche mammifère, on va trouver les vaches, on va trouver les humains. Enfin, voilà, donc comment eux organisent ça et quels sont les mots qu'ils utilisent et pas les mots qu'on voudrait qu'ils utilisent, ce qui est toujours assez compliqué à faire comprendre. Ça peut se faire par du card sorting et ça se fait encore mieux par des entretiens avec des méthodes en fait qui sont des méthodes vraiment de sociolinguistique pour réussir à faire utiliser des mots à la personne sans, comment dire, si on explique un concept et qu'on demande à la personne comment elle l'appelle, elle va avoir tendance à nous répondre la forme correcte. Pas pour nous manipuler, mais simplement. Et alors, j'ai cette intuition que c'est encore plus fort sur les Français parce qu'on est quand même bien trop maths de l'école, mais j'ai pas de chiffres là-dessus. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va toujours répondre plus comme si on était en pleine interrogation que dans d'autres pays. En tout cas, demander comment ça s'appelle, c'est le meilleur moyen d'obtenir la réponse de comment la personne pense que je veux qu'elle l'appelle. Donc, il s'agit de construire un scénario pour mettre la personne déjà en confiance et réussir à la mener à l'utilisation du mot spontanément. Ça, c'est un peu compliqué. En tout cas, ça demande une forme d'habitude. Et il y a une partie de ce que je disais plus tôt, mais je n'ai pas vraiment d'exemple précis. En général, lors de l'évaluation d'une interface, on peut, les UX designers, en tout cas de ce que je remarque, vont poser des questions sur le design, c'est évident. On peut s'arranger pour rajouter quelques questions au fur et à mesure. Par exemple, si vous cliquez sur ce bouton-là, vous vous attendez à voir quoi? Pour voir vraiment comment est compris la terminologie de l'entreprise, comprise, pardon. Gladys, est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui, ça répond. Après, moi, ça m'intéressait de voir aussi ce que tu... Désolée, je n'ai pas mis ma caméra, je vais la mettre quand même. Mais ça m'intéressait, je sais que moi, je travaille pas mal aussi les questions des émotions. Par exemple, sur des messages d'erreur, quand je faisais des tests, il m'arrivait de... Enfin, là, je parle test, mais par exemple, de tester la frustration sur des messages aussi parce que souvent, c'était, là, je pense à un de mes clients, mais c'était souvent les PO qui faisaient des messages très génériques. Et le problème, c'est que quand tu viens en disant il faudrait changer les messages parce que ça ne va pas, on t'envoie un peu bouler, tu vois, en disant mais c'est bon, on sait écrire des messages d'erreur. Donc, c'est vrai que tester la frustration. En tout cas, moi, je n'étais pas venue avec ma maquette toute clean en disant bon, si ça ne marche pas, je leur donne, le truc qui marche. Non, je voulais précisément, en tout cas, ça faisait partie des hypothèses qu'on avait en préparant ce test. C'est de se dire si ça ne marche pas, on veut vraiment voir comment la personne réagit. Ce qu'elle dit pour pouvoir commencer à corriger. Donc, la frustration, les émotions, en tout cas, moi, c'est un champ que j'explore beaucoup dans tous les tests, mais aussi en phase de recherche. Et tout à l'heure, il y a un truc que tu as mentionné, c'était intéressant. Du coup, tu n'as pas été au bout, mais tu as un peu suggéré la question du modèle mental, comment pensent les gens.
Et je sais que moi, c'est aussi un truc sur lequel j'ai un peu passé de temps là, mais c'était essayer de comprendre le modèle mental des gens, les arguments qui vont être posés, et précisément pouvoir reprendre, en fait, quand on va faire des choix dans nos maquettes, savoir on va pousser tel argument parce que c'est celui qui a le plus d'impact quand on fait nos recherches, et pas juste, c'est pas juste nos avis personnels, etc. Donc, il y a vraiment plein de champs qu'on peut aller explorer. Mais c'était juste pour savoir ce que toi, tu testais, en tout cas, comment tu travaillais sur ces points. Ouais, j'ai déjà fait partie de recherches sur la valence émotionnelle du contenu ou ce genre de choses. C'est des recherches très quali. Et ça se fait en général sur des gros projets comme ça peut être par exemple la homepage d'un site, ou en tout cas c'est dans ce cadre-là que ça avait été fait chez Accor. Et oui, c'est intéressant d'étudier ça. Là, assez récemment, je suis tombée sur un papier qui expliquait que si on ajoutait le mot because, donc parce que dans un message d'erreur, on réduisait le taux de frustration des utilisateurs, mais je crois que c'était de 40%. Donc si on leur donne l'explication et qu'il y a le mot parce que, ça les détend. Et je trouve toujours ces données assez fascinantes. Ouais, là-dessus, je pense qu'il y a énormément d'inspiration à prendre dans le monde de la recherche, et enfin, c'est un lien que j'aime beaucoup. Et par exemple, ce que tu parlais tout à l'heure, le fait d'attendre de voir que les personnes allaient te répondre ce qu'ils imaginaient attendre de toi, ça s'appelle vraiment le biais de désirabilité sociale, et c'est très important de le contrôler pour faire prendre conscience à la personne qu'elle répond en bonne conscience d'elle-même, et non d'une femme de 50 ans qui a 4 enfants, qui est avocate. Je veux pas avoir sa réponse en tant que stéréotype de cette catégorie sociale. Mais ça, c'est vrai que c'est extrêmement important. Et en tout cas, tu fais bien de parler de ces études qui peuvent être impactantes dans ton travail, parce que je pense que pour tout UX designer ou UX writer, avoir un regard un peu sur ce qui se passe dans le monde de la recherche va impacter très favorablement le métier. Et on ne s'en doute pas, puisque typiquement, c'est un truc, tu vois, on est arrivé au bout d'une heure de discussion à sortir ça. Et c'est bien que tous les gens qui nous écoutent ne se disent pas ah oui, non, Amandine, elle a la science infuse, elle a fait ses recherches dans son coin, elle a créé tout son corpus théorique, et elle sait de quoi elle parle parce qu'elle l'a fait de son côté. Non, ça vient aussi de tout ce savoir qui grossit. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, juste, on va terminer là-dessus, enfin, ça m'intéresserait de savoir, tu fais une veille sur tout cet élément, tout ce que la recherche potentiellement peut nous apporter, que ce soit un thésard perdu au fin fond de l'Australie qui a sorti une thèse, ces choses comme ça. Je fais une veille, oui. Après, j'avoue que les changements de l'algorithme de LinkedIn et toutes les personnes qui passent leur temps à répondre à des sondages du type voulez-vous travailler je ne sais pas si tu en vois qui remontent, mais applaudis si tu veux travailler à la maison, envoie je ne sais pas quel autre. Enfin bon, bref. Ça pollue un peu mon fil LinkedIn qui était hyper quali jusqu'à il y a peut-être 6 mois, 1 an, j'ai l'impression. Et où je voyais vraiment des choses intéressantes et je lisais régulièrement des articles qui m'arrivaient par LinkedIn. C'est moins le cas aujourd'hui. Après, je lis beaucoup. Par exemple, un livre que j'ai adoré et que je pense toute personne dans le design au sens large et l'UX devrait lire, c'était celui de Christian Morel sur les erreurs persistantes. Alors attends, que je trouve. Les décisions absurdes. Celui-là, il t'a marqué? Voilà. Il m'a particulièrement marqué parce qu'il énonce énormément de biais cognitifs et explique comment on peut se lancer dans des gros projets et faire des conneries collectivement
Parce que personne à aucun moment ne dit « Attends, là, on a un problème », à cause de problèmes liés à une figure trop autoritaire, une tendance à, mettons, punir les personnes qui ont fait des erreurs, qui font que, du coup, on ne va plus dire quand quelqu'un a fait une erreur parce qu'on n'a pas envie que la personne soit punie, vu qu'on n'aimerait pas soi-même être puni. Bref, c'est en 3 livres et c'est vraiment passionnant. Donc moi, j'ai tendance à lire plutôt des livres de peut-être psychologie sociale ou de sociologie que des articles maintenant que LinkedIn ne fait plus son travail de m'apporter des choses intéressantes. Ouais, je te rejoins là-dessus. C'est un peu compliqué. Ok, génial. En tout cas, à vos libraires, j'ai envie de dire. Allez voir donc Les Décisions Absurdes. Une belle recommandation, effectivement. Je te remercie, Amandine. Tu nous as éclairé sur plein de choses. Tu nous as fait découvrir un petit peu ta pratique et la manière dont on est arrivé là. On a beaucoup, encore une fois, débattu de la vision de l'UX Writing et de la manière dont on doit aujourd'hui s'acculturer à ce nouveau corps de métier. Et donc, c'est important d'avoir pris ce temps-là. En tout cas, je te remercie de l'avoir offert à ces étudiants qui vont bientôt sortir et devenir UX designer junior. Donc là, ils sont épaulés de cette vision-là. C'est cool. N'hésite Avec pas plaisir. si tu as envie de continuer la discussion, je t'inviterai si tu veux nous rejoindre sur. On a une communauté sur Discord qui s'appelle De Notre Panique où on parle de pas mal de choses différentes. Et donc, si tu veux continuer le débat. Alors, je veux bien qu'on me contacte sur LinkedIn par MP et je réponds avec plaisir. Et UX Génial. Writers FR, on fait ça. Par contre, Discord, je me mange trop de temps à chaque fois que je suis rentrée dans des Discord, donc je n'utilise plus Discord. En revanche, vraiment, Pas de avec souci. plaisir de répondre à des questions, spécifiques ou moins spécifiques et prendre le temps de boire un café, que ce soit en vrai ou par Zoom, en fait, une demi-heure avec une étudiante, un étudiant, c'est toujours avec plaisir. Génial. Merci. Et je pense que c'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Il y a pas mal de gens qui pourraient potentiellement te contacter. En tout cas, Super. merci. Demain, on se retrouve. Donc, vous avez eu le fameux teasing. On va parler de content manager, du X-Writing. On va essayer d'éclaircir tout ça. Donc, on sera avec Camille Prometera, qui va nous aider aussi à offrir un peu cette vision de Promera, l'UX. pardon, si je peux me Promera, permettre. oui. Désolé, c'est ma dyslexie qui ressort des fois. Ça arrive. Et qui va nous parler donc du X-Writing aussi dans les équipes produits, les équipes design. Donc voilà, un sujet encore très intéressant. D'ici là, pour tout le monde, je vous souhaite une bonne fin de journée. Les UX 19, on repart en atelier. On a encore toute une après-midi ensemble. Et Amandine, encore une fois, je te remercie très chaleureusement. Merci C'était beaucoup. génial de t'avoir. Merci, à bientôt. À bientôt.